Disons que tout à l'heure, vous allez entendre de la part de Romain le travail qui est fait dans le réseau CIVAM depuis 25 ans maintenant, 30 ans même, l'évaluation. Je ne suis même pas sûr qu'on utilisait ce mot-là à l'époque, mais en tout cas l'inspection de nos modes de production pour voir comment améliorer nos revenus, grosso modo, pour aller très vite. Et vous verrez qu'on est arrivé à des résultats assez extraordinaires, et d'ailleurs vraiment qui continuent à soulever énormément de questions, dont une grande partie a été évoquée ce matin dans la conférence que tenait Christian Bonneuil. Bon, passer là-dessus. En 2012 est arrivé au ministère de l'Agriculture un ministre, Stéphane Le Foll, ouais, qui a dit qu'il allait produire autrement, que c'était l'objectif de son ministère, qu'il allait produire autrement. Et nous, de ce qu'on savait de nos pratiques de terrain, on comprenait bien, on avait bien compris, en tant que praticien, un peu difficile de le formuler, mais on comprenait bien que si on ne changeait pas de mode d'évaluation de la politique publique, on n'arriverait pas à produire autrement. Donc on a lancé un peu sous forme de slogan, à dire produire autrement, c'est évaluer autrement. À partir de ce moment-là, on a cherché, et on n'a pas eu de mal, d'ailleurs l'écho a été rapide, quelques paysans et quelques chercheurs intéressés pour réfléchir à ça. On s'est retrouvé une trentaine, on s'est donné deux directions, une qui partait de la microéconomie, de l'observation de nos fermes, le prolongement des travaux qu'on menait déjà depuis quelques années, qui montraient que nous étions des gens vertueux de tout point de vue sur les exploitations, notamment laitières dans le Grand Ouest. Romain s'étendra là-dessus. Et on avait aussi l'ambition, on l'a toujours, d'un regard sur l'évaluation des politiques publiques. Vous savez sans doute que l'évaluation des politiques publiques est inscrite dans la Constitution. Or, il n'y a jamais eu d'évaluation de la politique publique agricole, qui est quand même une des politiques majeures depuis une cinquantaine d'années, structurante des rapports sociaux en France, plus que dans d'autres pays en plus. Donc, elle est faite, hein, elle est faite par appartement, mais donc de temps en temps, vous trouvez une évaluation de ceci, une évaluation de cela, mais pas jamais un regard. Et on s'est dit, voilà, on va lancer l'affaire, puis comme on n'y arrivera pas, on n'est pas trop petits bras, on va peut-être provoquer, comment ça s'appelle, la Cour des comptes. Et la Cour des comptes va peut-être... Ça, jamais. Et quand on s'est adressé à Le Foll, il nous a dit, rêvez pas, c'est absolument impossible, personne ne se lancera là-dedans. Donc si vous avez cette intention-là, ne rêvez pas, c'est pas possible, personne ne se lancera là-dedans. Et on est là, dans la première des démonstrations qui va être faite, c'est celle qui va être faite par Franck, c'est que si on commence à évaluer la politique publique d'un regard un peu décalé, on va vous montrer les résultats qui sont parfois, moi je veux dire, destructeurs de certaines certitudes. Et on va... Dans un deuxième temps, Romain va vous montrer comment... bon, ça c'est un débat entre nous. Moi, je voudrais qu'on échappe, mais on en reparlera quand on parlera de la critique de l'évaluation. Comment on arrive dans nos réseaux à tirer des résultats qui font que les paysans laitiers du Grand Ouest, dans les systèmes pâturants, sous certaines conditions et sous certains regards, sous certains critères d'évaluation, sont actuellement ceux qui dégagent un revenu assez conséquent, qui vivent le plus, probablement, on peut dire, heureux. Si vous cherchez des paysans heureux, vous en trouverez dans les réseaux du Grand Ouest de production laitière pâturant et ailleurs aussi. Alors, comment ? Il me reste une minute. Alors, pour lancer, mais on reprendra parce qu'on a demandé à Léo de venir parce qu'il reste quand même que la façon dont on voyait les choses, c'est qu'on présuppose que l'évaluation est un outil et dans la tête de beaucoup d'entre nous, un outil, c'est neutre. Vous voyez, c'est pas le fusil qui tue, c'est celui qui tient le fusil. Or, et ça c'est un peu une découverte qu'on a fait en route, d'autres l'avaient fait avant nous, mais nous on se l'est approprié, c'est qu'en fait pas du tout, un outil n'est pas neutre. Et un outil vous forme le monde
Quand vous avez un marteau dans la main, vous voyez le monde comme un clou. Et donc, quand vous utilisez l'évaluation, vous voyez le monde aussi d'une certaine manière. Donc, l'évaluation est probablement, d'une manière ou d'une autre, un outil du capitalisme. C'est un outil qui a surgi il n'y a pas très longtemps dans les politiques publiques et on serait bien intéressé de comprendre pourquoi. D'autant plus que nos associations, tous d'impact, là, vivent du projet, hein, de l'économie de projet, de la manière dont les financements sont procurés de cette manière-là, et on y passe beaucoup de temps. Et on passe beaucoup de temps à faire de l'évaluation, donc on a bien l'impression qu'on est dans un système évaluatif qui peut-être, et Léo, on en discutera tout à l'heure, nous le dira, peut-être on devrait s'en écarter. Voilà. J'espère vous avoir à peu près expliqué ce qu'on voulait faire. Je vais passer le micro à Franck qui va vous parler à partir de son PowerPoint. Alors, question pratique. On a tenté de vérifier tout à l'heure. Vous le voyez, tout le monde voit à peu près ce qui est sur le machin. Ça marche, top, impeccable. À toi, Franck. Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'idée de cette communication, c'est bien de mettre en regard les objectifs du traité de Rome avec quelques données, après 60 ans de mise en place de la politique agricole commune, qui lui a assigné 5 objectifs majeurs. Garantir la sécurité des approvisionnements, il fallait à l'époque les multiplier par 2 pour assurer l'autosuffisance alimentaire de l'Europe. Accroître la productivité de l'agriculture par le progrès technique et l'emploi optimal des facteurs de production. Alors, il n'y a pas eu d'évaluation des conséquences sociales ou environnementales jusqu'à aujourd'hui. Assurer ainsi un niveau de vie équitable aux populations agricoles par un relèvement du revenu des producteurs. Assurer des prix raisonnables aux consommateurs. Et enfin, stabiliser les marchés agricoles. Mais ça a été abandonné dans les années 90 pour stabiliser à la place les revenus quand on est passé d'un système d'aide indirecte par les prix à des systèmes d'aide directe par le contribuable, par les aides. Donc, j'ai utilisé 2 séries de données parfaitement accessibles. Des séries de l'INSEE. Alors quand je dis parfaitement accessible, c'était jusqu'à ce qu'ils changent leur site. À partir des comptes nationaux de l'agriculture. Donc, pour nuancer ces comptes nationaux, j'ai regardé aussi les résultats qui sont donnés par le RICA, donc Réseau d'information comptable agricole, qui est mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture. Donc, ce sont des sources de données officielles. Et ce RICA donne des éléments de comptabilité agricole par orientation de production. Donc ça nous permet de nuancer quand même des constats très globaux, car je vais rester sur un plan très macroéconomique et vous m'excuserez, je vais beaucoup parler de moyenne, mais c'est pour donner une tendance, parce que je vais utiliser des séries qui ont entre 30 et 50, 60 ans. Alors là, sur ce graphique, vous avez la décomposition des recettes de la ferme France, c'est-à-dire l'ensemble des productions des agriculteurs de France depuis les années 60. Donc vous voyez sur ce graphique, alors c'est décomposé avec le rouge, c'est les charges opérationnelles, ensuite les charges de structure, puis le revenu et dont les aides dans le revenu. Donc vous voyez, première chose qui apparaît, c'est qu'effectivement, les recettes de l'agriculture ont d'abord augmenté pour rediminuer et ensuite se stabiliser finalement autour de 80 milliards d'euros par an. C'est à peu près ce qu'il y avait dans les années 60. Donc, je mange le morceau tout de suite. Les prix ayant été divisés par 2, les volumes ont bien doublé. Donc on a là, avec des recettes équivalentes, le double de volume produit par la ferme France. Et c'était bien, alors là pour le coup, l'objectif du traité de Rome avait bien été atteint. D'ailleurs, il a même été atteint beaucoup plus vite que prévu, ce qui avait généré de nombreux excédents dans les années 80 et qui a conduit à des réformes, notamment sur les systèmes d'intervention. Donc, sur le point de vue du premier objectif d'assurer la sécurité alimentaire globale, je ne parle pas ni de la qualité là aussi, ni rien, hein, mais disons le nombre de calories, ça va. Ensuite, ce qu'il faut bien voir dans ce graphique, c'est la part, moi je trouve la plus importante, des charges dans la composition des recettes. Avant, on dépensait 60 sur 100, on dépensait 60 pour avoir un revenu de 40, grosso modo. Aujourd'hui, on dépense plus de 80 pour avoir un revenu de moins de 20%. D'accord ? Donc la proportion du revenu dans les recettes elle-même a été divisée par 2. Le revenu global, hein, je raisonne toutes exploitations confondues. Alors, si on zoome un peu ce revenu, le revenu, il était d'à peu près 35 milliards d'euros d'aujourd'hui, dans les années 60, et il est passé à peu près à une quinzaine de milliards, 13 milliards exactement, ces 10 dernières années en moyenne. Hein. Je fais des moyennes sur longue période, et ce qui représente que 15% donc, des recettes, cette dernière décennie. Hein.
Donc aujourd'hui, ce revenu, c'est le zoom, est composé à 70% par les aides publiques. D'accord. Et ça veut dire, alors on peut tourner les choses différemment, justement, je ne sais pas si ça s'appelle l'évaluation du mauvais esprit, mais c'est de regarder comment ça se fait qu'un secteur économique entier n'arrive plus à dégager de revenus du tout à toute une population qui travaille. Et vous voyez, le revenu sans aide, c'est à peine quelques milliards, et je vais nuancer, c'est quelques milliards, mais ça dépend des systèmes de production. Là, sur ce graphique, vous avez le poids des aides dans le revenu. Alors, c'est une vision comptable, mais qui, à mon avis, est assez parlante. Bon, je vais donner l'exemple. En ce moment, les exploitations d'élevage, de polyculture élevage et de céréales ont à peu près 20 000 euros de revenus par unité de main-d'œuvre et 30 000 euros d'aide par unité de main-d'œuvre. D'accord ? Il y a 1,5 fois plus d'aide que de revenus. D'ailleurs, si les aides baissent, le revenu baisse 1,5 fois plus vite. C'est une des conséquences de cette dépendance formidable aux aides. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes, bon, les grandes cultures, on le sait peu, mais y compris ici autour, là, eh bien, 140% du revenu est composé d'aides chez les céréaliers. D'accord ? Chez les éleveurs de ruminants, chez les laitiers, on est plutôt à entre 80 et 100% en ce moment, plutôt 100 en ce moment. Et chez les éleveurs de ruminants viande, ovins, bovins, viande, eh bien, on est à 200% en ce moment. Donc là aussi, on l'a vu avec le débat sur la suppression de l'ICHN, si on a 200% d'aide dans le revenu, la perte de 10%, c'est 20% de points de perte de revenus. Donc à l'aune du débat sur le Brexit, ça peut être inquiétant, cette dépendance aux aides. Hein. Alors, sur les aides, je n'en parle pas plus longtemps, il y aurait une énorme évaluation sur le coût à faire sur ces effets, hein, sur le foncier, sur l'agrandissement, sur la capitalisation, sur le choix, l'orientation des systèmes. Donc, je ne le fais pas, ce n'est pas l'objet. Alors, il y avait aussi assurer des prix raisonnables aux consommateurs dans la PAC. Donc, le graphique précédent, il nous a montré que les agriculteurs, en fait, ils vendent à prix dumping, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'ils vendent en dessous de leur coût de production. S'il y a 200% d'aide dans le revenu, c'est bien qu'il y a quelque chose qui cloche avec le prix. Ça veut dire que les aides permettent de mettre les agriculteurs dans la situation de vendre à perte. Alors, au débat sur les interdictions de vente à perte, c'est assez rigolo. Et d'ailleurs, dans les états généraux de l'alimentation, quand il s'agit de partir du coût de production, moi, je pose la question, mais bon, innocemment, hein, c'est avec ou sans les aides le coût de production ? Parce qu'il n'est plus le même, du coup. D'accord ? Si on intègre ou pas en amont les aides dans le coût de production. Donc, voilà, ça, c'est dit sur ce sujet, sur les prix agricoles. Alors, vous voyez, ce graphique, les lignes vertes, c'est les prix agricoles depuis les années 60. Comme je vous l'ai dit, ils ont été divisés par 2, et ils ont d'ailleurs plus baissé avant la réforme de la PAC qu'après. Ce qui est impressionnant, moi je trouve, c'est la dernière période surtout, c'est qu'en fait l'écart entre le prix aux consommateurs et le prix aux agriculteurs s'est creusé. Alors il y a des tas de raisons, c'est pas que la marge des méchants distributeurs, hein. C'est les chaînes logistiques qui s'allongent, le transport, l'industrialisation de la logistique et ainsi de suite. L'urbanisation, mine de rien, il faut amener à manger au plus près des populations et ainsi de suite. Donc on a des prix alimentaires à la consommation qui ont baissé, et dès que les prix agricoles ont recommencé un peu à monter, eh bien, ils se sont mis à remonter les prix à la consommation. Et donc, on peut essayer de décortiquer ce qui s'est passé. Est-ce vraiment des prix raisonnables aux consommateurs, sachant qu'aux consommateurs, on lui a vendu l'idée au moment de la réforme de la PAC qu'en tant que contribuable, il allait payer plus cher puisqu'on allait mettre des aides en place, mais qu'en tant que consommateur, il allait s'y retrouver, puisque le prix des produits achetés aux agriculteurs allait baisser puisqu'on leur donnait des aides. Sauf que ça n'a pas baissé. D'accord ? Alors, c'est allé où ? Alors, moi aussi, je me suis livré aussi. Alors, je n'ai pas d'observatoire comme celui de France Agrimaire, mais j'ai juste regardé toujours les mêmes séries. Alors, j'ai pris les séries de l'INSEE. Et là, j'ai pris, alors en bleu, vous avez les prix agricoles à la production. Toute production confondue. D'accord ? Et vous avez en noir les prix de gros. Donc, vous voyez qu'à peu près les prix de gros, c'est-à-dire sortie industrie, premier négociant, sortie industrie agroalimentaire, eh bien, ces prix de gros, ils suivent à peu près, en amortissant à la hausse et à la baisse, à peu près les prix à la production. Et la ligne qui est intéressante, c'est la ligne rouge, c'est celle des prix dans la grande distribution. Et les prix dans la grande distribution, on voit que quand les prix agricoles avaient flambé en 2007, les prix alimentaires avaient suivi.
Bon, ça choque personne hein, dans ces conditions. Sauf qu'ensuite, quand les prix agricoles ont rebaissé, et fortement, eh bien les prix alimentaires, eux, sont restés stables. Ont tout légèrement baissé. Enfin, ils n'ont pas baissé, quoi. Et rebelote en 2012. Donc, il y en a une sorte d'effet cliquet qui fait que quand il y a une instabilité des marchés agricoles et que les prix flambent, ça se répercute aux consommateurs durablement. Ça ne rebaisse pas. Donc, la dérégulation des marchés lèse les producteurs, mais aussi les consommateurs. Donc, dans l'évaluation de la PAC et de son évolution qui vise à démanteler les outils de régulation des marchés, on ne peut pas dire que c'était une bonne idée, quoi, pour assurer des prix raisonnables aux consommateurs. Donc, objectif non atteint ou partiellement atteint, en tout cas pour une partie de l'alimentation. Alors, vous dites, mais attends, les gens, il y avait 35 milliards d'euros de revenus, il n'y en a plus que 13, qu'est-ce qui se passe? Les gens vivent quand même mieux, les agriculteurs vivent mieux qu'il y a 50, 60 ans, hein, comme d'ailleurs le reste de la population. Eh bien, enfin mieux, alors, je ne fais pas de philosophie, hein. Les revenus sont meilleurs. Là, si on reprend le premier graphique que je vous avais montré et qu'on le bascule en calculant les mêmes chiffres, mais en le divisant par le nombre d'UTA total. UTA, unité de travail agricole. Donc, c'est l'emploi généré par le secteur agricole qui est mesuré chaque année par l'INSEE. Bon, donc vous voyez la progression des recettes. Donc, les recettes ont été plus que multipliées par 3 chez les producteurs, d'accord ? Mais les revenus, vous voyez, eux, n'augmentent plus depuis une dizaine d'années et n'augmentent plus du tout en fonction des volumes. Et là, je vais vous montrer Alors, pardon, je vais d'abord... Alors, les volumes augmentent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les revenus par actif, en fait, ils ont doublé, je dis, depuis les années 60. Ils stagnent depuis une dizaine d'années, mais ils ont doublé. Alors comment? C'est par la baisse de la main-d'œuvre, tout bêtement. C'est qu'en fait, l'agriculture française, là, c'est la courbe noire, a perdu la moitié du revenu qu'elle dégage, en comptant les aides. Hein. Mais comme elle a perdu 4 fois les 3/4 de sa main-d'œuvre, eh bien, le revenu de ceux qui restent a doublé. La seule variable d'ajustement qui a permis aux agriculteurs d'avoir la parité de revenus avec la population, parce que ça a à peu près suivi les revenus du reste des salariés et autres, à peu près, hein, eh bien, ça s'est fait au prix de perte d'emplois. Donc 3,5 millions d'emplois en moins dans l'agriculture, hein, de 1960... 3,5 millions pardon, d'emplois, excusez-moi, en 1960 et à 750 000 aujourd'hui en comptant tout, hein, les salariés, les chefs et la main-d'œuvre familiale, les chefs d'exploitation. Donc c'est comme ça que les revenus de ceux qui restent ont pu doubler. Alors selon l'économiste Jean-Yves Archer, le chômage coûte, selon lui, 110 millions d'euros par an. Pour compter, alors on prend large, hein, on dit 3,5 millions de chômeurs, d'autres disent 5 en prenant ceux qui ont des temps partiels subis, par exemple. Donc on va diviser par 5. Bon, je vous fais grâce des calculs. En gros, ça revient, le coût, si la perte d'emploi, ça revient à plus de 14 milliards d'euros par an à la société française depuis le chômage de masse depuis les années 80. Parce qu'avant, on avait besoin de la main-d'œuvre ailleurs. Mais quand il a commencé à avoir du chômage de masse et que officiellement, les politiques publiques, l'objectif des objectifs, c'était de lutter contre le chômage. Si on est logique, il eût fallu trouver un autre moyen d'augmenter les revenus agricoles que de virer le voisin. D'accord ? Donc, sur ce plan-là aussi, l'évaluation, le fait que les revenus, conformément au traité de Rome, ont bien monté comme le reste de la population, ça s'est fait au prix d'un désastre, moi je l'appelle comme ça, le chômage de masse en France. Et l'agriculture participe pour beaucoup au chômage de masse. Vous voyez que pour la période du chômage, donc 650 000 emplois. Aujourd'hui, l'agriculture perd entre 10 et 12 000 emplois par an. Hein, ça fait des sacrés plans sociaux, quoi. Et en ce moment, est-ce que c'est pas un peu idiot? Et surtout, est-ce que c'est durable si on poursuit les tendances actuelles? Alors j'ai calculé que si tout restait comme maintenant, comme ça a l'air d'être le cas, hein, enfin, je ne parle pas des aides PAC pour le coup, mais si ça continue comme maintenant, on perd encore 160 000 emplois d'ici 2030. 2030, c'est dans pas très longtemps, hein. C'est dans une grosse dizaine d'années. Donc 160 000 emplois en moins. Alors, ces gains de productivité, que deviennent-ils et où vont-ils? Ça, c'est la grande question aussi, puisque
il y a dans le traité de Rome, donc il fallait augmenter la productivité pour augmenter la production. Hein, c'était basé que sur ce raisonnement. Donc la courbe bleue, c'est les volumes produits par actif. Donc s'ils produisaient 100 en 1960, les agriculteurs produisent 1200, enfin 1150 aujourd'hui. Donc plus de 11 fois plus en volume. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui reste en termes économiques. Donc là, on a mesuré la productivité physique du travail. Si on mesure la productivité économique du travail, c'est un critère connu par les économistes, ils utilisent la valeur ajoutée nette des coûts des facteurs par unité de main-d'œuvre. Alors la valeur ajoutée nette comptable, qui comprend les aides, eh bien effectivement, on retrouve que les revenus individuels ont été multipliés par 2. La valeur ajoutée est un bon critère de revenus, d'évolution de revenus. Donc vous voyez, on est à l'indice 223, donc les revenus des agriculteurs, la valeur ajoutée a doublé. Mais si on enlève les aides du contribuable, si on regarde la valeur ajoutée économique permise par le marché, les ventes, ben, en fait, il y a eu zéro. Enfin, si, 6% en 60 ans, donc ça fait 1 pour 1000 de gains de productivité économique dans les exploitations agricoles. Et la question, c'est, est-ce durable ça? Parce que tout le discours actuel, il continue. On l'a vu avec la crise laitière. Bah, écoutez, si vous n'en sortez pas, vous avez 300 000 litres. Hein, et d'ailleurs, c'est les moyennes chez nous dans Poitou-Charentes, 300 et quelques mille litres. Les gens, en même pas 10 ans, ils ont pris 200 000 litres de plus en moyenne. D'accord? Et ben, d'après ce graphique, que croyez-vous qu'il arrivera? Et ben, le revenu est resté le même. Donc, soit on explique aux gens que pour continuer à garder le même revenu, ben, il faut qu'ils continuent à bosser plus, à produire plus, à capitaliser plus, à s'endetter plus. Parler d'une perspective. Soit il faut trouver autre chose. Enfin, c'est ce que vous cherchez un peu tous, je crois. Donc, si on poursuit ces tendances, toujours pareil, hein, moi, l'évaluation, je la fais un peu style scénario du chien crevé au fil de l'eau, eh bien, on a une augmentation de la productivité du travail qui continue. Alors, si elle continue sur le même rythme, on arrive à 16 fois plus par rapport aux années 60. Et si on regarde la valeur ajoutée économique, bon, bah, là, hors marché, bon, on reste à 100, hein, ça, c'est resté pareil, ça reste pareil. Et si on regarde la valeur ajoutée avec les aides PAC, eh ben, on ne sait pas. Qui peut prévoir le budget des aides PAC dans 2 ans? On ne sait pas. Donc, il y a un risque énorme, là, que les revenus, non seulement n'arrivent pas à se maintenir malgré la productivité, mais décrochent du fait de la baisse des aides PAC. Je pense que le président de la République était conscient de ce genre de choses, ou son entourage, lorsqu'ils ont lancé les États généraux de l'alimentation, où effectivement, je crois qu'il faut prendre au sérieux ce qu'ils disent sur il faut que les agriculteurs retrouvent des prix. Parce qu'ils savent très bien que si, avec la dépendance qu'il y a au budget européen, le risque politique, il ne viendra même pas de décisions débiles en France, mais de décisions européennes, et vous savez très bien qu'on va avoir énormément de mal de maintenir le budget. Enfin, moi, je ne vois pas le maintien, en tout cas dans l'immédiat, des débats européens. Donc, voilà, une autre façon d'évaluer les politiques publiques. Pardon. Après, oui, j'ai une petite conclusion. Poursuivre la PAC actuelle revient à dire aux agriculteurs que le marché ne rémunérera pas plus les gains de productivité qu'aujourd'hui. C'est pour garder le même revenu, en gros, et que la croissance de leurs revenus ne dépendra plus que des discussions budgétaires à Bruxelles. Voilà. En fait, je viens de le dire, mais est-ce durable? Poursuivre la PAC actuelle revient à dire aux citoyens qu'il payera plus cher son alimentation sans que la rémunération des producteurs n'augmente. Est-ce durable? Poursuivre la PAC actuelle qui détruit chaque année depuis 10 ans 10 000 emplois ruraux par an, eux-mêmes pourvoyeurs d'activités sur tout le territoire, revient à renforcer encore et encore la désertification de vastes zones de la France et les déséquilibres territoriaux, sans compter le coût global exorbitant du chômage dont j'ai déjà parlé. Est-ce durable? Puisqu'on a ce mot à la goule. Et donc, pour moi, une bifurcation, enfin si visiblement personne ne veut ça continue, hein, dans les discours. Après, si on veut infléchir, bifurquer, faire une transition, choisissez le mot que vous voulez, hein, eh bien, il faut amorcer et continuer et amplifier la transition vers des systèmes de production autonomes, économes. Enfin bon, c'est pas ici que je vais expliquer ce que c'est. Intensif en travail plutôt qu'en capital, puisqu'il faut lutter contre le chômage, paraît-il.
Il faut une remontée des prix agricoles. Alors, dans un premier temps, j'ai oublié de le dire, mais je ne voulais pas en parler, mais le libre-échange fait que on va dire aux producteurs, tiens, nous, on va vous compter vos coûts de production, et puis les gentils industriels et les grandes surfaces vont calculer avec vos coûts de production. Et en même temps, on importe 60 000 tonnes de viande du Canada. Alors là, on ne regarde pas le coût de production, à moins qu'on dise aux producteurs de viande bovine française que c'est le coût de production des Canadiens, ou des Ukrainiens pour le blé, voilà. Il faudra être clair. Donc, sur l'augmentation des prix agricoles, en tout cas à court moyen terme, moi je ne vois que, bon, il va y avoir des accords interprofessionnels. Le droit de la concurrence européen est en train d'évoluer. Le règlement Omnibus prévoit des dérogations au droit de la concurrence, ce qui est super important pour les producteurs qui pourraient s'organiser pour mettre en marché le volume et le prix. Alors, on ne sait pas, moi je ne suis pas juriste, mais il y a des juristes qui disent que oui, c'est possible, d'autres qui sont plus nuancés. Mais en attendant, il faut vraiment rechercher dans la contractualisation, même si quelquefois ça peut être dangereux pour l'autonomie des producteurs, eh bien, il faut rechercher des prix parce que ça ne marchera pas sans ça. Et la remontée par aussi la montée en gamme. Hein. La montée en gamme, elle est bien réelle, c'est-à-dire passer à des systèmes de qualité. Hein, donc produire moins, effectivement, mais de meilleure qualité, style ce qu'ont fait les viticulteurs il y a 50 et à 40 ans. Hein. C'est les Espagnols qui font le vin courant et c'est les Français qui exportent le Bordeaux. Voilà, je voulais, pour finir, dire aussi que le développement des filières locales est l'outil qui permet, alors ce n'est pas forcément à toutes les échelles, mais qui permet une reconquête de la valeur ajoutée. Et je pense que des lieux comme ici et des activités qu'on voit le montrent. Merci beaucoup de votre attention. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Romain Diolo, je suis animateur au réseau CIVAM, je vais revenir un petit peu sur ce que c'est. Et donc je coordonne le travail des groupes donc, qui travaillent notamment sur l'évaluation de leur système. Et donc je vais vous présenter un système d'évaluation qui a été mis en place par les groupes et donc les agriculteurs du réseau CIVAM. À travers donc l'illustration, c'est à travers les résultats de l'Observatoire technico-économique des systèmes herbagers du Grand Ouest. Et on va s'appuyer surtout sur les résultats des systèmes bovins laitiers du Grand Ouest. Je ne vais pas vous parler juste des résultats, mais un petit peu de la démarche qui a été mise en place pour mettre en place ce système d'évaluation, justement. Donc rapidement, le réseau CIVAM, c'est un réseau d'éducation populaire, d'agriculteurs et de ruraux, donc avec 140 groupes un peu partout en France et 13 000 adhérents, donc qui travaillent sur les aspects donc de la production et de l'évolution et la transition des systèmes de production vers des systèmes plus économes et autonomes, plus durables. Mais c'est des groupes qui travaillent aussi sur l'alimentation des territoires, sur la création d'activités et l'accueil en milieu rural. L'objectif, c'est avant tout de développer l'autonomie des personnes et la durabilité des fermes et des territoires par l'accompagnement et le collectif. Et tout ça en adoptant une approche globale. Alors sur l'aspect plus système de production, économe et autonome, les groupes, depuis de nombreuses années, en fait, échangent sur leurs pratiques, sur le fonctionnement de leur exploitation. Et c'est aussi dans le but de définir un peu des principes communs et des repères communs pour échanger entre eux et ensuite adapter des pratiques en fonction des conditions propres de chaque territoire et de chaque exploitation. Donc il y a un travail qui va de l'approche technico-économique à l'accompagnement des transitions, mais ils ont eu besoin à un moment de valider les performances des systèmes qu'ils étaient en train de promouvoir à travers les référentiels techniques qui étaient diffusés. Et donc, ils se sont posé la question, en fait, est-ce que les systèmes économes et autonomes sont performants? Et surtout, et plus important, c'est en quoi ils sont performants. En fait, la performance, c'est quoi? Donc, c'est le résultat obtenu dans l'exécution d'une tâche. Donc, en fait, ce n'est que la capacité à atteindre un objectif. Et on pourra dire qu'on est performant si on a répondu à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc ce qui est important à retenir, c'est qu'en fait, l'évaluation de la performance, ce n'est qu'un outil qui dépend des objectifs qu'on s'est fixés. C'est donc un outil qui est politique aussi. Donc le but, c'est d'identifier les objectifs qu'on se fixe, et ensuite on met en place un outil avec des indicateurs qui, quand il y aura un résultat, donneront une donnée, et c'est seulement quand cette donnée elle est recontextualisée avec les conditions propres de l'agriculteur, de la ferme sur son territoire, qu'on va pouvoir parler de performance.
Et si ce résultat correspond à l'objectif que s'est fixé l'agriculteur ou le collectif, alors on pourra dire qu'il est performant. Donc je voulais rappeler ça parce que souvent on confond effectivement l'objectif et l'outil, ou on pense qu'un outil est neutre. En fait, non, c'est l'évaluation, elle est située, elle dépend des objectifs qu'on se fixe, et ça c'est important. Elle peut être chiffrée, mais elle peut aussi ne pas être chiffrée. Elle peut être quantitative ou qualitative. Là, nous, dans le travail qu'on a fait, on a plutôt adopté une approche chiffrée et quantitative à partir de résultats économiques comptables. Donc, le système d'évaluation qui a été mis en place, donc notamment par les groupes d'éleveurs herbagers du Grand Ouest dans le réseau. Alors, quand on dit éleveurs herbagers, ça ne veut pas dire des systèmes qui sont tout herbe, hein. C'est des exploitations qui essaient de maximiser les ressources herbagères par le pâturage, mais c'est des fermes où on peut trouver aussi du maïs, donc des prairies temporaires de longue durée d'associations graminées légumineuses, mais aussi des prairies naturelles, des cultures, beaucoup intraconsommées mais aussi vendues. Donc maintenant on parle même d'ailleurs de système pâturant, parce que dans le réseau on a aussi des fermes qui pâturent pas que de l'herbe. Donc il y a un comité de pilotage donc, qui existe au sein du réseau, qui regroupe des agriculteurs, des différents groupes qui sont inscrits dans ce travail-là, et aussi des animateurs. Et donc c'est eux qui ont chapeauté un peu tout ce travail-là et défini les indicateurs qui faisaient sens pour eux et qui font sens pour répondre aux objectifs qu'ils se sont fixés collectivement au niveau du réseau. Donc ils ont été amenés à se poser les questions avant de faire un système d'évaluation, c'est-à-dire pourquoi et pour qui on veut évaluer, qu'est-ce qu'on veut évaluer et comment on va le faire. Avoir conscience aussi des limites du système d'évaluation qu'on a mis en place, parce que ce n'est qu'un outil, et ensuite vérifier que ce qu'on a mis en place, c'est cohérent avec les principes de notre réseau. Donc les deux grands objectifs, qui sont vraiment deux pattes indissociables, en tout cas dans le réseau, c'est d'abord l'accompagnement à l'autonomie décisionnelle des agriculteurs. Donc les amener et les accompagner pour qu'ils soient maîtres de leur choix, ça veut dire aussi se réapproprier cette notion de l'évaluation de la performance de leur système avec les indicateurs qui font sens pour eux, sur les objectifs qu'ils se sont fixés, et qu'ils se servent de ça comme un outil de gestion pour piloter leur système. Et ça va être aussi donc de créer de la référence, des références communes aussi pour pouvoir parler d'un même langage, et de pouvoir communiquer. Alors communiquer auprès des agriculteurs du réseau, auprès d'autres agriculteurs, auprès de porteurs de projets, dans l'enseignement agricole, et évidemment auprès des institutions pour changer les politiques publiques, pour montrer que les systèmes qu'on met en place, ils sont crédibles et ils sont envisageables. Alors qu'est-ce qu'on évalue ? Là, nous, on s'est situé à l'échelle de l'exploitation agricole, qu'on évalue chaque année sur un exercice comptable, à travers des indicateurs. Je vais revenir sur les indicateurs un petit peu qu'on a utilisés, mais globalement, on s'intéresse surtout à la richesse créée, à la rémunération du travail, aux impacts environnementaux, au poids de l'investissement, à l'endettement des fermes, donc à la viabilité et à l'emploi. Comment on a fait ça ? Donc là, dans ce système-là, sur ces groupes herbagers, on utilise on récupère la comptabilité d'un grand nombre de fermes du réseau avec des animateurs qui sont formés pour retraiter toutes ces données-là dans des outils de saisie communs, parce que les comptabilités agricoles ne font pas les calculs de la même manière, donc il y a la nécessité de tout repasser dans une moulinette commune. On va comparer ça, donc les fermes entre elles, mais aussi par rapport à une référence qui est donc le réseau d'information comptable agricole sur les mêmes régions que les fermes qu'on a prises. Et il va y avoir aussi des outils d'accompagnement communs. Ce qui est important, c'est que les outils qu'on a mis en place, ce n'est pas des outils diagnostiques, c'est des outils d'animation avant tout. Ils n'ont pas prétention à décrire la réalité du fonctionnement d'un système d'exploitation, ce qui est impossible de toute façon. On ne peut pas, par un diagnostic et par des indicateurs, représenter la complexité d'une exploitation agricole. Donc on assume le fait qu'on ne le fait pas. Ce n'est pas un outil pour faire ça. Ce n'est pas non plus des outils de notation, puisque c'est des outils plus d'accompagnement dans une démarche d'évolution. Donc ce sont des outils d'animation avec derrière des animateurs qui accompagnent des groupes en collectif pour s'appuyer sur ce travail-là, pour discuter des pratiques, des systèmes et les faire évoluer. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important, et donc c'est surtout basé sur l'action des groupes et des animateurs. Là, moi je vais vous présenter plus l'action qu'on fait en termes de communication à travers les résultats du réseau, mais dans l'Assemblée, il y a aussi des animateurs,
donc qui pourront répondre à des questions de comment ils accompagnent l'autonomie décisionnelle des paysans. Juste pour voir comment c'est en cohérence avec les grands principes du réseau, donc l'autonomie des personnes, j'en ai un peu parlé sur l'accompagnement à l'autonomie décisionnelle, c'est aussi l'autonomie des fermes et des systèmes, parce que le corollaire, c'est que quand on achète des choses à l'extérieur, il a bien fallu des surfaces pour les produire, et donc en fait on délocalise des impacts. Donc on ne les enregistre pas sur le diagnostic de notre ferme, mais pourtant ils sont bien réels, et ils sont à l'extérieur du système. On reviendra un peu là-dessus. Et puis l'approche globale, donc l'approche globale de la durabilité, sur ces 3 piliers, économique, social et environnemental, mais aussi l'approche globale des systèmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement étudier là des ateliers ou des pratiques, mais on va se situer à l'échelle de l'exploitation et du système de production, parce que c'est ça qui est important, et c'est à cette échelle-là qu'on va essayer de regarder l'efficacité. Voilà. De même qu'on n'accompagne pas seulement un changement de pratique ou une substitution de pratique pour être plus durable, mais on accompagne des reconceptions de systèmes. Et c'est ça les transitions. Donc si on s'attarde un tout petit peu, alors je suis désolé, normalement ça devait apparaître en plusieurs fois, donc on va essayer de suivre ça tous ensemble, c'est pour expliquer l'approche qu'on a dans les indicateurs qu'on développe. Si on prend le grand cercle noir, c'est l'échelle de l'exploitation. TKW, donc c'est les 3 moyens de production, la terre, le capital et le travail. Nous, on va distinguer quand même un petit peu ce qui est de l'ordre de l'outil de production, la terre et le capital, et ce qui est de l'ordre du travail, qu'on va considérer comme le seul facteur de production. En dessous, il y a des petits ronds, c'est les sous-systèmes de production, les systèmes de culture, systèmes d'élevage, de transformation. Et évidemment, il y a des interactions entre tous ces ateliers. C'est pour ça qu'on se situe à l'échelle de l'exploitation, parce qu'on pense que ces interactions entre les ateliers font aussi c'est ça qui fait aussi l'efficacité des systèmes. Donc, pour dégager des produits, la flèche bleue, les agriculteurs donc mobilisent et consomment des intrants et des services, mais mobilisent aussi des processus biologiques. Et dans les systèmes économes et autonomes, on va essayer de maximiser l'utilisation de ces processus biologiques pour diminuer le recours aux intrants et services. Et du coup, en utilisant les interactions entre le sol, la plante, l'air, l'animal, à travers les légumineuses qui fixent l'azote atmosphérique, les combinaisons entre l'animal et le végétal, entre l'arbre et la culture, entre les associations de culture, etc., qu'on retrouve d'ailleurs dans les interactions qu'il y a entre les sous-systèmes de culture, d'élevage et de transformation. Et donc la mobilisation de ces processus biologiques va permettre de réduire les coûts alimentaires, donc le recours aux intrants extérieurs, les coûts de mécanisation, etc. Et donc ce qu'on va regarder, c'est en fait, pour dégager des produits, combien on utilise d'intrants et de services. Et ça, c'est vraiment la valeur ajoutée par le travail, la richesse créée, quels que soient les modes d'accès aux moyens de production. Et donc, ça va être, nous, notre critère d'efficacité économique. Ensuite, cette valeur ajoutée, donc hors aide et hors fermage, quand on lui rajoute les aides, on va voir comment elle se répartit entre les moyens de production, notamment comment elle se répartit entre l'outil de production et la rémunération du travail. Donc là, les agriculteurs du réseau ont créé un nouvel indicateur qu'ils ont appelé le résultat social. C'est tout ce qui va rémunérer du travail direct à travers les rémunérations des exploitants, mais aussi des salariés, et les rémunérations différées à travers les prestations sociales, donc qui sont considérées comme une rémunération du travail. Et donc, avec cet indicateur-là, on va aller derrière dérouler pas mal d'indicateurs de viabilité, d'endettement, de création d'emplois. À travers les aides, on va aussi se poser la question de la sensibilité des exploitations et du revenu et de la rémunération du travail vis-à-vis des aides. Et comme je disais tout à l'heure, quand on utilise des intrants, notamment de l'alimentation pour les animaux, il a fallu des surfaces pour les produire, on va développer un indicateur qu'on appelle l'empreinte foncière, c'est-à-dire réintégrer les hectares extérieurs dans le fonctionnement du système, en tout cas dans les indicateurs d'efficacité du système. Et puis des indicateurs aussi au niveau de l'environnement pour voir les impacts environnementaux de ces activités. Donc les résultats maintenant. Donc on compare, alors on est toujours sur une lecture un peu, une analyse du passé quand on étudie les comptabilités agricoles. Donc là j'ai les chiffres de 2015, les chiffres de 2016, on est en train de les travailler, à 2 semaines près je vous les aurais présentés, mais là on n'était pas prêt. Donc on est en 2015, là on étudie, on compare un échantillon de 170 fermes, alors quand je mets AD c'est agriculture durable, du réseau en bovin lait spécialisé de l'Ouest, et on va distinguer à chaque fois quand même les AD non bio et les AD bio, parce que la différence des prix
avec le RICA est trop importante pour qu'on combine tout. Donc je vais surtout faire les comparaisons entre RICA et AD non bio, sachant que j'ai pris le RICA sur les régions du Grand Ouest où on considérait. Donc si on compare un petit peu les assolements, déjà, on voit que alors le carré qui sort là du cercle, c'est les cultures qui sont vendues. Donc on voit que dans les systèmes AD, il y a déjà beaucoup plus de prairies, il y a moins de cultures de vente, et en fait, il y a moins de terres par actif, moins 11%, moins d'UGB, d'animaux en fait, par actif, et moins de capital par actif. Donc ça nous amène à penser qu'il y a plus de disponibilité de main-d'œuvre pour exploiter les moyens de production, et qu'il y aura certainement une gestion plus fine aussi. Un actif a moins d'animaux, moins de terres et moins de matériel à utiliser. C'est des systèmes qui produisent un petit peu moins, globalement et par vache, mais on va voir qu'en production, on va poser la question de la production autonome. Et donc plus d'herbes et plus de diversité végétale, et aussi, là je ne l'ai pas mis, mais plus d'infrastructures agroécologiques à travers des haies, etc. Donc ça permet cet assolement basé sur les prairies temporaires de longue durée, d'associations de graminées légumineuses, qui vont être majoritairement pâturées par les animaux. Ça va permettre de réduire les coûts. Donc les coûts culture aussi, parce que sur les prairies, il y a très peu, voire quasiment pas d'intrants qui sont mis. Moins 45% de coûts culture, c'est-à-dire 75% d'économie d'engrais, 67% d'économie de phyto, et 200% de coûts méca par hectare en moins. Mais aussi les coûts alimentaires troupeaux. C'est-à-dire qu'au 1000 litres de lait, ça coûte 30 € de moins dans les systèmes agriculture durable non bio par rapport au RICA. Et beaucoup moins d'aliments concentrés consommés aussi par les animaux, et ces concentrés sont plus produits sur la ferme. Ça veut dire du coup que l'herbager il économise sur plusieurs fronts, notamment aussi par le pâturage de ces fameuses prairies d'association qui sont une alimentation équilibrée où on n'a pas besoin de les corriger par des aliments extérieurs, comme du soja sud-américain par exemple. Et donc ça permet de limiter l'empreinte foncière, parce que quand on base son alimentation sur du maïs fourrage, on a besoin notamment de soja pour complémenter. Et en gros, on peut dire qu'un hectare de maïs en silage en France, c'est 1,2 hectare de soja américain importé. Bon, ça ne veut pas dire que tous les agriculteurs importent du soja, on peut utiliser d'autres choses pour complémenter, mais c'est un chiffre qui est quand même important. C'est-à-dire qu'il y a une délocalisation des impacts fonciers, mais aussi environnementaux, parce que sur ces surfaces à l'extérieur, il y a des phytos, il y a des engrais, il peut y avoir de la déforestation, et puis il y a des impacts sociaux aussi sur ces agricultures, souvent qu'on dit l'agriculture du Sud. Donc tout ça, ça nuance aussi la notion de productivité. Parce que des fermes qui disent « Ah bah oui, mais nous, par hectare, on produit tant de litres de lait, etc. » Si on réintégrait les hectares extérieurs, le résultat, il serait un petit peu différent. Si on regarde maintenant les résultats économiques. Donc là, à chaque fois, je vous parle de moyenne. Bon, on pourra en discuter, mais il y a aussi une limite sur le fait d'utiliser les moyennes. Néanmoins, on est sur un échantillon un peu conséquent et on le fait chaque année, on a les mêmes tendances. Donc là, on a le RICA qui est en rose à gauche, l'échantillon AD non bio en vert foncé, puis AD bio en vert plus clair. Donc PA, c'est pour les produits d'activité, on a tout ramené à l'actif pour bien comparer. Donc on voit que en moyenne, les exploitations du RICA dégagent plus de produits. 19 000 € par actif de produits d'activité en plus. Et pourtant, dès qu'on passe à la valeur ajoutée, donc là qui est calculée hors aide et hors fermage, les systèmes AD non bio ont déjà plus 24% de valeur ajoutée par actif. Et si on va au résultat courant, donc là on a pris tous les produits d'activité et les aides et on a retiré toutes les charges liées à la production, mais aussi les charges liées aux moyens de production, on est à plus 139% en moyenne. Donc c'est des résultats qui sont assez conséquents. Donc même si c'est une moyenne, ça veut, je pense, quand même dire quelque chose. Et pour expliquer ça, on a regardé un peu des indicateurs. Donc des indicateurs d'efficacité économique, la valeur ajoutée rapportée aux produits d'activité. On peut le lire de telle manière. Pour 100 € de produits dégagés, de produits créés, combien d'euros de valeur ajoutée, donc de richesse créée, je dégage? Donc chez le RICA, pour 100 € de produits, 28 € de richesse créée. À des non bio, pour 100 € de produits créés, 44 € de richesse créée. Et donc ça, ensuite, cette valeur ajoutée, cette richesse créée qui est dégagée, dans les systèmes en agriculture durable, elle est plus conséquemment dédiée à la rémunération du travail.
plutôt qu'à payer des charges liées à l'outil de production, fermage, amortissement du capital, c'est-à-dire du matériel et des bâtiments. 48% chez les AD non bio, 33% au RICA. Donc la conséquence, c'est aussi une viabilité économique plus importante dans les fermes en agriculture durable, avec plus de 100% de revenus disponibles par actif. Ça se traduit aussi par une capacité plus importante à créer de l'emploi. Si on regarde du coup le résultat social, donc tout ce qui est pour rémunérer du travail, ainsi qu'une part qui va pour constituer des fonds propres et se désendetter, et ça c'est important aussi parce que c'est la pérennité des hommes mais aussi de la structure, on est à 659 € par hectare pour rémunérer du travail, alors qu'il y en a 353 dans les fermes du RICA. Donc voilà, ce résultat social, c'est aussi un potentiel de création d'emplois. Et si on regarde la sensibilité aux aides, donc là, pour 100 € de résultat social dégagé, il y en a combien en fait qui viennent des aides ? Donc il y en a 61% qui viennent des aides dans les systèmes AD non bio en moyenne, et 89%, je crois que tu étais à 95 dans les systèmes bovins-lait, voilà. 89 dans les systèmes du RICA. Alors on pourrait aussi inverser l'indicateur, hein. Pour 100 € d'aide publique donnée, combien d'euros on arrive à dégager pour rémunérer du travail. C'est intéressant aussi dans l'autre sens, quoi. Le capital, alors on dit qu'on met plus pour rémunérer du travail, néanmoins, le capital qui est là, il est plus efficace pour rémunérer du travail aussi dans les systèmes herbagés. Donc si on regarde l'histogramme, on voit que le niveau de capital par actif est sensiblement le même, hein, dans les différents systèmes. Par contre, pour 100 € de capital investi, dans les systèmes AD non bio, il y a 13 € qui servent à rémunérer du travail, alors qu'il n'y en a que 9 en moyenne au RICA. Donc là, j'ai présenté beaucoup des moyennes. On a regardé quand même un peu la dispersion des données. Donc c'est le graphique qui est en bas à droite. C'est des espèces de boîtes à moustaches, où en fait, sous la boîte, jusqu'au minimum, ça représente 25% des fermes. À l'intérieur de la boîte, 50%. Et au-dessus, les 25%. Donc là, en fait, on voit, j'ai placé le 0, hein, donc on regarde là le résultat courant par actif des différentes fermes, et ce qui nous a interpellés et inquiétés, c'est qu'il y avait en 2015 28% des fermes du RICA qui avaient un résultat courant négatif. Et c'est-à-dire que si ces fermes n'ont pas suffisamment de fonds propres et qu'elles sont endettées, ça crée des situations assez catastrophiques dans les campagnes. Il y avait 2% des fermes du réseau qui étaient avec un résultat courant négatif. On a fait une petite étude aussi pour étudier l'impact de la taille de la structure par actif sur les résultats des exploitations. Donc c'est les agriculteurs qui ont défini 3 critères un peu, donc de surface par actif, de quantité de lait produit par actif et de capital par actif. On a pris l'échantillon du RICA qui est censé être représentatif. On a appliqué du coup sur ces 3 indicateurs une répartition statistique des fermes. Ça a permis de dégager des seuils. Et ces seuils, pour définir des petites, moyennes, grandes et très grandes fermes par actif, on les a appliqués aussi à notre échantillon CIVAM. Alors pour lire ça, donc du coup on avait plusieurs échantillons, les petites du RICA, les petites agriculture durable, moyenne RICA, moyenne agriculture durable, etc. Donc si on regarde les histogrammes, une petite structure là, avec un revenu disponible en vert, donc une petite structure du RICA, donc ferme moyenne. Si elle s'agrandissait, donc si on prend la moyenne des structures du RICA moyenne, il y a moins 14% de revenus disponibles. Et si on compare avec une petite ferme par actif, mais de notre réseau, donc on pourrait imaginer, c'est que des moyennes, mais si elle faisait un changement de système, plus 88%. Pour une moyenne ferme du RICA, si on compare avec le système du RICA agrandi, plus 136%. Mais si on compare avec un changement de système, plus de 100%. Et sur les très grandes structures, la différence est encore plus criante entre l'agrandissement et le changement de système. Bon, c'est juste une approche, mais ça nous paraissait intéressant. Pour finir sur les résultats, donc au niveau de la préservation de l'environnement, on a vu que déjà dans l'assolement, il y avait plus de diversité, plus de biodiversité qui est même utilisée pour l'efficacité du système. Il y a aussi donc, des impacts moindres. Alors au niveau de l'azote, si on regarde la fertilisation en azote minéral en kilogrammes par hectare, on a comparé, là on n'avait pas les données au RICA, on a comparé avec les réseaux d'élevage. Ça s'appelle un réseau qui s'appelle Inosis.
avec des systèmes en maïs herbe, et qu'on a comparé au système AD non bio et AD bio. Donc 67 kg par hectare dans les systèmes maïs d'azote minéral, 47 dans les systèmes maïs herbe, 10 dans les systèmes herbagés non bio et 0 chez les bio. Et le bilan apparent, donc là on regarde tout ce qui rentre dans le système et tout ce qui sort du système, qui est traduit en nombre d'unités d'azote. Donc on fait la différence entre tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Si c'est positif, ça veut dire que potentiellement le système se charge en azote. Et donc il y a un risque de pollution si cet azote n'est pas fixé. Sachant que dans nos systèmes, la plus grande rentrée d'azote, ce n'est pas donc les aliments ni l'engrais, c'est surtout l'azote atmosphérique fixé par les légumineuses. Donc on est en moyenne à moins 6, moins 11 dans nos systèmes, 74 dans les systèmes maïs, 58 dans les systèmes maïs herbe, quand on ne prend pas la fixation atmosphérique, parce que les réseaux d'élevage ne prennent pas la fixation atmosphérique dans leurs calculs. Avec azote atmosphérique, nos systèmes sont un peu positifs, mais c'est certainement de l'azote qui est piégé aussi dans les arbres et dans les prairies de longue durée. Et au niveau de l'énergie, donc moins d'achat d'aliments, moins d'engrais azotés, ça veut dire aussi une dépendance énergétique moindre. Et donc pour produire 1000 litres de lait, ils ont besoin donc de moins de mégajoules d'aliments importés ou d'engrais azotés. Donc une efficacité énergétique de production aussi qui va être supérieure. Donc quand on a dit tout ça, du coup on peut conclure entre guillemets que par rapport aux objectifs que l'on s'est fixés, de création d'emplois viables, de production autonome et de développement de la biodiversité et de limitation des impacts environnementaux, eh ben on peut dire que les systèmes économes et autonomes herbagers du Grand Ouest sont performants par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Alors néanmoins, il y a des limites dans l'évaluation, je l'avais cité. Il y a des limites spatiales, on a étudié un système, il y a tout ce qui est hors système, on essaie de l'approcher par l'empreinte foncière, mais il faudrait l'approcher de bien d'autres manières. La temporalité aussi, là on s'appuie sur des exercices comptables, alors on en prend beaucoup, mais bon, en fonction de la date de clôture, ça peut changer. On s'appuie justement sur la compta, il y a plein de nuances donc à apporter. La compta, c'est pas la réalité économique d'une ferme, sur les amortissements notamment économiques des matériels et des bâtiments, sur l'estimation des stocks, etc. On en est conscient, on utilise la même méthode pour tout le monde et on connaît les limites du système. Et ce qui est important, c'est comment les animateurs vont animer justement et accompagner les paysans en connaissant les limites du système. Alors quand on présente là plus en communication ou lobbying, bon, bah, on est moins fin, évidemment. Mais l'important, c'est avec les groupes de paysans, les animateurs ont cette lecture-là. Il y a aussi des limites, bon, comme je l'ai dit, dans les moyennes. En moyenne, quand Bill Gates rentre dans un bar, tout le monde est millionnaire. Bon. Néanmoins, là, on essaie de le faire sur un grand échantillon et année après année. Pareil, on ne prend pas vraiment en compte la notion d'humain, là, on est sur les chiffres. La notion travail, derrière un UTH, une unité de travail humain, il peut y avoir plein de choses derrière. Et puis un petit point de vigilance sur les nouveaux objets de performance. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se rajoute des indicateurs, ça devient aussi des nouveaux objets de performance. Il peut y avoir un didacte un peu de la performance. Ça, c'est un point de vigilance. Et par rapport au changement, en fait, on s'est dit, bon, bah, on est super fort, mais si on est si performant que ça, pourquoi on n'est pas plus nombreux? Parce qu'on est quand même toujours minoritaire. Donc on s'est dit que ça ne suffit pas, il faut l'évaluer, ouais. Donc en fait, montrer année après année, depuis une dizaine d'années, que ces systèmes-là sont plus performants par rapport aux critères, aux objectifs qu'on s'est fixés, ça ne suffit pas pour initier du changement. On pense que ça rassure, le fait de montrer qu'un agriculteur qui va changer de système, non seulement on peut l'accompagner techniquement dans son changement de système, mais en plus on peut montrer qu'il ne va pas y perdre, il peut même y gagner. On pense que ça rassure. On a fait une étude d'ailleurs là-dessus où on se rendait compte que la plupart des agriculteurs dans l'Ouest qui n'avaient pas changé de système étaient au courant quand même de ces résultats-là. Mais donc ça ne suffit pas forcément pour engager le changement. Un élément vraiment important, mais j'en ai déjà parlé, c'est l'importance de l'accompagnement et des groupes d'échange, parce que c'est ça qui permet le changement. Et tout ce qu'on fait là, c'est un outil d'animation avant tout pour accompagner les agriculteurs à piloter leur système. Et ce n'est qu'un outil qui est politique, mais c'est un outil. Et donc il y a un besoin d'animation pour recul, pour apporter du qualitatif, de l'humain là-dedans, parce que c'est à la base et au cœur de l'accompagnement de nos réseaux.
et pour amener les agriculteurs à se fixer personnellement des objectifs qui sont sens pour eux et collectivement des objectifs politiques qu'on veut porter. Juste pour finir, parce que du coup là c'est un animateur qui vous parle d'un boulot fait notamment par des paysans, donc j'ai pris juste quelques citations. Bon, la première, c'est pas un agriculteur, mais bon, c'est François Bayrou qui est de la Fox 53, donc un partenaire Impact aussi, et qui inspire pas mal sur tout ce boulot-là. Il dit « Gérer, c'est décider, ce n'est pas compter ». Et puis des témoignages de paysans qui font partie du comité de pilotage justement de l'Observatoire. Michael Lepage, paysan en Mayenne, qui dit « L'étude des marges de l'EBE, du résultat, du financement de mon activité n'a de sens qu'à partir du moment où j'aurai ajouté de mes valeurs, que j'aurai donné un sens à mon projet humain, humain professionnel et personnel. » Gilda, paysan donc sur un GAEC en association avec Mathieu et Dominique en Loire-Atlantique. L'utilisation d'un outil d'évaluation avec les critères que nous nous sommes choisis nous a aidé à prendre des décisions quant au pilotage de notre système pour atteindre nos objectifs. Ils viennent d'un groupe qui s'appelle le Gradel, et je pense que dans la salle, Denis Gaborio en parlera un petit peu parce que c'est un groupe qui, depuis sa création, bosse énormément sur ça. Et enfin, Joël Rétif, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui est donc éleveur en Ille-et-Vilaine et qui est le référent paysan au niveau de Réseau Civam sur tout le boulot lié à l'évaluation. Notre observatoire doit contribuer à améliorer notre autonomie de décision. Il doit servir de base pour défendre politiquement nos systèmes et leur capacité à dégager un revenu décent, sans avoir recours à une course au volume sans limite, tout en préservant l'environnement. Il doit nous aider à être force de proposition pour que l'homme et son travail soient placés au cœur des politiques publiques et des stratégies d'entreprise. Et c'est passé aussi par la création du coup d'indicateurs politiques assez forts, comme le résultat social, l'empreinte foncière. Merci. Merci beaucoup, Romain. C'est des fermes telles que tu les décris, ça s'incarne, et je pense qu'en effet, tout à l'heure, Denis nous dira, il y a un des critères que tu n'as pas évoqué, bien sûr, bien entendu, mais qui est très important pour nous, c'est que la plupart de nos fermes se reprennent, et se reprennent pour installation. Donc quand on part, quand on laisse sa place, on aime. Enfin, je ne sais pas, en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, c'est beaucoup plus satisfaisant de voir quelqu'un travailler à sa place que de voir quelqu'un venir de l'extérieur utiliser ces terres. Agrandissement, c'est le sort réservé à la plupart des fermes actuellement. Et on en a entendu parler ce matin, on en réen-parlera tout à l'heure. Donc, dans le réseau Civam, très majoritairement, les fermes se transmettent, même si dans l'élevage laitier, notamment, ce n'est pas la partie la plus facile. Donc, Denis... qui est là quelque part dans la salle, incarnera, je pense, là, tous les propos que vient de tenir Romain. Quand je vous disais qu'on peut vivre heureux de son métier à la campagne, vous voyez que je ne vous mensais pas vraiment. Maintenant, il va falloir faire un saut, je ne sais pas de quel ordre d'ailleurs, en tout cas un saut intellectuel, quantique, c'est certainement pas quantitatif, je ne sais pas non plus. Voilà, on voulait porter, parce que dans ce travail qu'on mène depuis 5 ans sur l'évaluation, donc je vous disais tout à l'heure, de manière un peu rapide, que l'outil est tout sauf neutre, tu l'as rappelé. Donc en utilisant l'évaluation, tu viens aussi de dire, on dégage une forme d'élite parmi les praticiens. J'ai eu, dans tes propos, j'entendais aussi beaucoup d'échos c'est une autre histoire quand on évalue autrement comme tu viens de le faire. Là, on raconte une autre histoire aussi du développement récent, un peu un écho de ce que disait Christophe ce matin. Et est-ce qu'il est satisfaisant ? J'ai senti dans tes dernières phrases, justement, l'idée comment ça se fait qu'on reste tout seul qu'on est largement minoritaire sur ces pratiques-là, alors que c'est sans doute la meilleure façon aujourd'hui de pratiquer l'élevage laitier et probablement d'étendre à toute la pratique agricole ce confort de vie. Et c'est la question de l'évaluation elle-même, du coup, qu'il faut interroger et évaluer. On le disait là en souriant. Et du coup, dans notre groupe de travail, il y a cette question qui revient lancinante. Est-ce qu'on n'est pas, en s'emparant de l'évaluation, en parlant comme si on pouvait se la réapproprier, est-ce qu'on n'est pas en train de se clouer à la porte, en fait? Est-ce que l'évaluation n'est pas un outil récent du capitalisme pour étendre la sphère marchande à toutes nos activités? Enfin, je ne dirais pas aussi bien que Christophe ce qu'il disait ce matin, ce qu'il supposait ce matin. Et du coup, la critique de l'évaluation, on a commencé à la faire.
je m'étais adressé à Léo pour lui demander de venir en parler avec vous, en espérant que vous puissiez abonder ce travail. Et puis Léo m'a dit, mais moi je vais faire une critique de l'évaluation. Alors là, je dois vous avouer, moi, je retourne traire mes vaches, parce que là, je ne sais plus. Mais bon, je plaisante, parce qu'en fait, on se connaît très bien et je sais ce que va dire Léo. Ça va surtout permettre de discuter après, de vous laisser la place et la parole. Je crois qu'on a un peu débordé le temps, on a commencé tard et puis on a un peu débordé le temps. Je ne vais pas te mettre trop de pression. On vous reparlera à la suite de l'intervention de Léo, de la suite de la deuxième conférence, parce que finalement, il va y avoir une accroche de l'une à l'autre, donc on en reparlera, ce qui fait qu'en objectif temps, les deux conférences ne vont pas faire 14h, 18h, mais probablement 14h, 17h, donc ne vous inquiétez pas trop. Donc Léo, tu as du temps, mais pas trop. Tu me diras, carton. Ouais, je te ferai signe. Merci Jean-Claude, n'aie pas peur. Ça va bien se passer et merci en tout cas de cette invitation. Alors c'est rare d'avoir l'occasion pour moi de parler après voilà, des interlocuteurs qui connaissent très bien leur sujet. Moi je le connais un petit peu mais pas... Voilà, j'ai deux casquettes. Donc là, je vais parler avec la casquette de chercheur. J'ai une casquette d'amapien depuis 15 ans. Et puis maintenant, on est installé avec ma femme en agriculture. Et donc, je connais un petit peu ça. Voilà, mais ici, je vais vous proposer peut-être un regard différent. L'évaluation, elle est l'objet, effectivement, ces dernières années, de nombreuses critiques. De la part des acteurs eux-mêmes, hein, Jean-Claude l'a rappelé, de la part de sociologues, de la part de politiques, en cela que la normativité traditionnellement attribuée à l'État, aux droits, aux législations communes, est de plus en plus transférée, comme des sociologues l'ont bien montré, aux dispositifs, et notamment aux dispositifs d'évaluation. C'est-à-dire que les dispositifs d'évaluation se multiplient, que ce soit à l'université, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans toutes les pratiques, se multiplient des dispositifs d'évaluation standard. Et à partir de là, effectivement, naît une critique de ces processus, ces dispositifs d'évaluation standard, en cela qu'ils ne sont pas simplement des dispositifs d'évaluation standardisés, mais ils sont aussi des dispositifs d'évaluation qui standardisent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement standardisés, ils sont standardisants. Donc, c'est-à-dire que l'évaluation, la critique que l'on peut faire de l'évaluation standard, ce n'est pas simplement qu'elle est standard, en cela qu'elle est quantifiée, chiffrée, basée sur des catégories instituées, stabilisées, mais c'est qu'elle est standardisante. Et donc cette critique, si vous voulez, aujourd'hui, elle est assez forte et elle prend trois formes principales. La première forme qu'elle prend, cette critique de l'évaluation standard, c'est qu'elle essaye de déconstruire la prétention de l'évaluation à l'objectivité formelle. C'est-à-dire que ici, l'évaluation standard prétend à rendre compte, à représenter le réel de façon objective et formalisée. Donc là, il y a une critique très forte, qu'on appelle constructivisme, mais qu'on peut appeler comme on veut, selon laquelle finalement les catégories utilisées par l'évaluation, quelle qu'elle soit, ne sont que des constructions sociales et situées. Et finalement, ce qu'on peut dire ici, c'est que le point de vue de nulle part, c'est-à-dire le point de vue de nulle part, c'est l'objectivité formelle, c'est-à-dire on pourrait évaluer sans dire d'où l'on vient, sans expliciter l'ancrage idéologique, axiologique, donc les valeurs qui sont sous-entendues. En fait, ce point de vue de nulle part est impossible. À chaque fois que l'on parle, à chaque fois que l'on catégorise, à chaque fois que l'on quantifie, on le fait selon un paysage, selon un territoire, selon un objectif politique. Et donc, toute évaluation est subjective, quelle qu'elle soit. Et donc, il n'y a pas à avoir une lutte du plus objectif que moi je meurs. C'est finalement, ici, cette première critique vise à dire abandonnant la prétention à l'objectivité formelle et assumons, et c'est peut-être ce qui est fait ici d'ailleurs, assumons une forme de subjectivité. Mais alors, si on assume la subjectivité, à quoi sert l'évaluation standard ? J'y reviendrai.
Deuxième critique, elle porte sur la prétention de l'évaluation standard et standardisante. Hein. Bon, je vais m'économiser à chaque fois la précision. La prétention à domestiquer les valeurs. Hein, c'est la dernière citation de Michael Lepage. Je serai satisfait si j'y mets un peu de mes valeurs. L'évaluation standard, sa caractéristique, c'est qu'elle veut domestiquer les valeurs pour les indexer sur la valeur marchande. Et donc là, il y a effectivement une critique très forte du caractère complètement immergé des évaluations standards dans le capitalisme et le néolibéralisme ambiant. Ces critiques, elle est performante, cette critique de la domestication des valeurs par l'évaluation standard. Pourquoi ? Mais parce que les valeurs, ça ne se domestique pas. Les valeurs, précisément, c'est quoi ? C'est des filtres interprétatifs que l'on se donne pour donner du sens à nos actions. Mais du coup, il y a autant de valeurs que d'individus. Et à chaque fois que vous trouvez une valeur, vous allez trouver la valeur inverse. Donc, la valeur économique, la valeur de performance économique, etc., c'est une valeur parmi, pas 3, pas 4, pas 5, parmi une infinité de valeurs. Et lorsque l'on fait une action, lorsque l'on agit, on y met des intentions. Parfois, celles-ci sont explicites, parfois, et souvent, elles sont implicites. Et ce que l'on met derrière, c'est des valeurs, une multiplicité de valeurs pour lesquelles on agit. Est-ce que ça, on peut l'évaluer ? La prétention de l'évaluation standard, c'est oui. On peut domestiquer ces valeurs en les rendant commensurables et les indexant sur la valeur marchande, monétaire, économique. Je ne fais pas de nuance. Il y a une troisième cible de la critique de l'évaluation standard, et c'est la mienne, qui vise l'évaluation standard. Finalement, c'est une prétention à dissocier les standards de tout ce qui est non standard. C'est-à-dire, c'est une prétention à penser qu'il est possible d'évaluer des pratiques, d'évaluer des existences, d'évaluer des systèmes, simplement sur la base de standards, en ignorant tout ce qui est non standard. Et cette critique-là, je crois qu'elle n'est pas suffisamment faite. Les deux premières critiques de l'évaluation, elles sont largement faites, et elles concluent souvent à dire qu'il faut abandonner tout processus évaluatif parce que de toute façon il est subjectif, parce que de toute façon il est inscrit dans le capitalisme néolibéral, et que de toute façon on est piégé à vouloir évaluer autrement. Mais la troisième source cible de la critique de l'évaluation standard, qui vise à critiquer cette prétention à dissocier standard et non standard, il me semble qu'il faut la faire, et je vais, dans le temps qui me reste, essayer de partager avec vous mes réflexions sur cet aspect-là. Alors, le standard, c'est, si vous voulez, déjà, qu'est-ce que le standard et qu'est-ce que le non-standard ? Parce qu'on pourrait avoir un quiproquo là, sur le vocabulaire. Le standard, ça va être tout ce qui est du registre de la répétition, tout ce qui est du registre de la reproduction du même. Donc effectivement, la statistique va être un outil, la comptabilité va être un outil privilégié pour l'établissement de standards. Ce seront les protocoles, ce seront les normes. C'est par exemple le protocole de soins que vous faites ici et maintenant, mais qui devrait être exactement pareil, ce protocole de soins, que vous soyez ailleurs ou demain. C'est-à-dire que la protocolisation, la standardisation, c'est l'idée que le temps et l'espace et l'individu n'ont pas d'importance dans la façon de faire l'acte. Donc le standard, c'est tout ce qui va effacer l'individu, le temps et l'espace au profit du protocole et de la norme et de sa répétition. Donc le standard, il est toujours ordonné par quelque chose. Le standard, s'il n'est pas ordonné par le temps, s'il n'est pas ordonné par l'espace, s'il n'est pas ordonné par l'individu, il est ordonné par un principe, un référentiel. Et c'est là où la critique, politique de l'évaluation, la deuxième critique, elle est intéressante. C'est effectivement, aujourd'hui, tous les standards sont ordonnés sur un principe, un référentiel économique.
Donc ça, c'est évident que c'est ce qui caractérise aujourd'hui les standards. Donc, le standard, c'est le registre de la répétition, le registre de la norme, le registre finalement de la protocolisation des actes. Le non-standard, en revanche, donc le standard, il va s'intéresser à ce qui fonctionne. Et effectivement, on va voir est-ce qu'une ferme fonctionne bien. Et donc, on va créer des standards, qui soient alternatifs ou pas d'ailleurs. Le non-standard, lui, il ne va pas s'intéresser à ce qui fonctionne, il ne va pas s'intéresser au royaume finalement du fonctionnement, il va s'intéresser à ce qui existe. Il va s'intéresser au monde, et non plus simplement à la réalité, c'est-à-dire à ce qui est représentable. Le non-standard, il va s'intéresser non pas au fonctionnement, mais à l'existence, c'est-à-dire à tout ce qui relève du possible, et pas simplement, comme le standard, à tout ce qui relève du probable. Le standard, il va s'intéresser au probable, donc ce qui est quantifiable, probabilisable, ce qu'on va pouvoir mettre en chiffres ou mettre en cases, mettre en catégories. Le non-standard, c'est tout ce qui va relever du possible, tout ce qui est possible. Alors vous voyez que ça, déjà, on va déjà aller vers quelque chose qui est difficilement capturable, mesurable et appréhensible finalement. Le standard, en plus de relever du possible, donc de tout ce qui est possible et pas simplement de ce qui est probable, le non-standard, lui, n'est pas indexé sur un principe organisateur. Le non-standard est désordonné, c'est le chaos. Le non-standard, c'est plutôt, c'est le rhizome, c'est ce qui est insaisissable, c'est ce qui n'a pas de début, ce qui n'a pas de fin, c'est-à-dire comme notre existence, en tout cas vécue, c'est quelque chose de complètement imprévisible et désordonné. Le non-standard, la seule contrainte, c'est qu'il est soumis à l'expérience. Effectivement, l'expérience de nos vies, les expériences de nos collectifs, les expériences de nos institutions. Le non-standard, c'est sa seule contrainte. Mais du coup, le non-standard tolère la contradiction, tolère l'incompatibilité, tolère les non-savoirs, tolère les incertitudes. Ce qui n'est pas du tout le cas du standard, qui ne supporte pas l'incompatibilité, la contradiction, l'incertitude. Ces choses qui sont finalement laissées pour compte dans la prise en compte comptable. Tout ce qui est invisible ou invisibilisé par la mise en standard. Tout cela, ça relève du non-standard. Alors vous voyez que lorsque l'on a défini ça, on pourrait dire, bon, moi je suis contre le standard. Et moi, je suis pour la vie, je suis pour l'existence, et je ne veux pas simplement bien fonctionner, je veux exister. Et donc, je suis contre, effectivement, le standard. Alors moi, je ne suis pas contre le standard, je suis contre la standardisation. Et la différence entre être contre le standard et contre la standardisation tient au fait qu'on est conscient que standard et non-standard sont indissociables. Parce qu'il faut bien entendu me montrer, et c'est ce que je vais faire maintenant, que ce que le standard doit au non-standard, mais aussi ce que le non-standard doit au standard. Alors, ce que le standard doit au non-standard, c'est-à-dire ce que tout protocole de soins, tout protocole d'accompagnement d'un agriculteur, toute évaluation, comptable, qui a cette prétention à établir des standards, soit-il alternatif. Qu'est-ce que ces standards-là doivent aux non-standards? 3 choses. Et c'est là où il faut être précis, je crois. La première, c'est la ressource. Il n'y a pas de standard sans la ressource du non-standard. Il n'y a pas de semences industrielles sans semences paysannes. Il n'y a pas de label sans pratique agroécologique. Il n'y a pas finalement ce qui est la matière première de tout standard, qui est l'existence. Un système ne peut pas fonctionner si les existences qui le composent elles-mêmes ne sont pas nourries. Donc ici, il faut bien prendre en compte que tout standard qui se met en place et qui nie ou qui cherche à détruire sa ressource est autodestructeur. Donc, première critique de la standardisation, puisque la standardisation, c'est le processus qui vise, par l'établissement de standards, à effacer le non-standard. Donc, la ressource, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est la résilience. La résilience, ce que le standard doit au non-standard, c'est la résilience. Le standard est fragile. Le standard est fragile
Pourquoi? C'est que sa plasticité est réduite par le fait même qu'il a réduit son champ de possibilités au probable, et non plus simplement à tout ce qui peut exister. La théorie des choix rationnels en économie, ce n'est pas une théorie des choix infinis. C'est un champ de possibilités très restreint. Et donc tout ce qui est appauvri, tout ce qui est restreint, tout ce qui a réduit son champ de possibilités, son étendue, est fragile. Le non-standard, ce qu'il va apporter ici, c'est la capacité de résilience des systèmes et des individus. Ce protocole de soins dans tel service infirmier de tel hôpital, sans la capacité non standard, c'est-à-dire la pratique, l'expérience, l'intelligence des infirmières, il n'y a rien. L'hôpital, il ferme du jour au lendemain, c'est la catastrophe. Et je crois que dans les systèmes agricoles, c'est la même chose. Sans la pratique, sans l'existence, sans l'intelligence pratique qui est donc non standard des paysans qui ont acquis des savoir-faire, qui sont dans des relations existentielles entre eux, je crois que tout standard, quel qu'il soit, est voué à détruire le système. Et la troisième ressource, enfin, ce que en tout cas le standard doit au non-standard, en plus d'être la matière première, en plus d'être un facteur de résilience, c'est l'inventivité, la créativité. Ce qui s'invente, ce qui se crée, ne vient que du non-standard. Il n'y a rien qui s'invente à l'intérieur des standards, puisque les standards ne sont que des représentations à un moment donné atemporelles et aspatiales d'une réalité appauvrie. Donc, si l'on veut continuer à inventer des systèmes agricoles innovants, si on veut continuer à inventer des pratiques de soins bienveillantes, si on veut continuer à inventer toute cette diversité-là, il faut maintenir absolument des espaces de non-standards. Parce que c'est d'ici qu'émergent les possibles, qui étaient inimaginables dans le champ de la réalité des catégories, des normes et des formats du standard. Alors ici, c'est la critique classique de la standardisation qui a eu lieu. Mais ce que je rajoute, c'est qu'il faut aussi voir ce que le non-standard doit au standard. Alors, qu'est-ce que le non-standard doit au standard? Il doit beaucoup au standard. Et d'ailleurs, j'ai été très content de parler. Enfin, je suis très content de parler après toi parce que c'est vraiment ce que tu as montré dans votre travail. Et on ne s'est pas concerté, mais c'est parfait. Ce que le non-standard doit au standard, c'est premièrement la visibilité. Dans le chaos des pratiques, dans le chaos des existences, dans on va dire le bordel de la vie de nos collectifs, de nos existences en propre. Effectivement, il y a énormément de choses qui sont invisibles et parfois c'est bien qu'il le reste, mais ce que le non-standard doit au standard, c'est à un moment donné une mise en visibilité de certaines choses. Alors quoi? C'est la question ici politique de ce que l'on veut rendre visible et ce que l'on veut maintenir dans l'invisibilité, car la mise en visibilité peut détruire la richesse et le bien fondé de ce qui était préalablement invisible. Donc ici, il faut quand même le dire, la visibilité, c'est un outil de la critique sociale. Et d'ailleurs, quand Bourdieu, dans Les Héritiers, a mis en avant dans le domaine de la scolarité, les inégalités liées à la reproduction sociale, il s'appuyait, comme tu l'as fait, sur les statistiques de l'INSEE. Et donc, qui, effectivement, alors, sur deux statistiques, mais lui qui l'a réuni, et il a mis en visibilité quelque chose qui était resté invisible politiquement jusqu'à présent. Donc, la visibilité. La lisibilité, c'est le deuxième paramètre de ce que le non-standard doit au standard, c'est que nous parlons dans nos fermes, nous parlons dans nos collectifs, nous parlons dans nos associations, en hiéroglyphes pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens. Et donc, ce que permet les standards, c'est une forme de traduction, c'est une forme de lisibilité vis-à-vis de gens qui ne partagent pas nos expériences de vie. Et donc ça, le standard ne peut pas se passer du standard, en cela que le non-standard est illisible pour celui qui ne partage pas l'expérience non-standard. Donc il faut une lisibilité, et c'est aussi politique. Comment on veut rendre lisibles nos pratiques. Et enfin, le troisième élément dans cette idée que le non-standard est dépendant des standards, c'est la possibilité d'un commun. Comment comparer
et comment mutualiser si il n'y a pas quelque chose de commun entre nous, si nous ne sommes que des existences particulières, singulières et toujours chaotiques, des atomes comme ça qui s'unissent et se désunissent au fil du vent. Il nous faut des communs pour pouvoir construire un projet politique. Et ces communs, nous devons les construire aussi sur des unités de mesure, sur des unités d'action, donc sur des choses qui ressemblent à des standards pour qu'on puisse, peser dans un rapport de force. Et ça, c'est l'idée de se réapproprier les indicateurs, ou d'en créer, et c'est ce qui a été fait ici, pour pouvoir effectivement ensemble faire quelque chose comme une force commune. Alors vous voyez que ce que j'ai montré ici, c'est qu'il y avait une indissociabilité à penser le standard et le non-standard. Et donc toute la question, et c'est pour moi la question principale de l'évaluation, c'est où mettons le curseur entre pratique non-standard, existentielle, invisible, illisible, mais de là où l'on tire la richesse, la résilience, la créativité, et ce besoin de standard, c'est-à-dire ce besoin de rendre visible, de rendre lisible et de partager. Où mettons le curseur finalement entre ces deux? Et ici, je crois que ce curseur-là, il n'est rien d'autre que politique. C'est vraiment ici, et tu l'as dit à plusieurs reprises, mais c'est le curseur qui est politique, avec cette petite chose que je rajoute, c'est que sur ce curseur-là, il ne faut pas qu'il soit déséquilibré. Il faut arriver à trouver vers le standard. Et c'est là, je crois, la vigilance de Jean-Claude. Dans nos associations, dans nos réseaux, dans nos pratiques, nous avons tendance à mettre le curseur très loin vers le standard pour changer le standard, pour essayer de se le réapproprier, pour essayer d'évaluer autrement, etc. Mais lorsque l'on fait ça, on va vers le standard. Ce curseur, on le met vers le standard, et je crois qu'il faut toujours maintenir cette vigilance pour voir si, à un moment donné, lorsque par exemple on évalue des pratiques agroécologiques par la labellisation, si ce curseur-là, on ne l'a pas mis trop vers le standard, et du coup on standardise les pratiques, et du coup on s'appauvrit dans le sens où la richesse, la créativité et la résilience est amoindrie. Et c'est finalement une sorte de piège qui se referme sur nous. Et c'est pour cela, et je reboucle par rapport à mon expérience pratique au sein du réseau des AMAP, c'est pour cela que depuis 10 ans, je défends l'idée des systèmes de garantie participatif dans la lignée de Nature et Progrès, en mettant derrière garantie et évaluation. C'est parce que je crois que ces systèmes d'évaluation participative sont le bon curseur entre une visée standard dont on a besoin et le maintien absolument vital et existentiel du non-standard dans toutes ses dimensions. Voilà. Merci.